Bonsoir tout le monde, 24 mars 2024, que tu sois de Trois-Rivières, de Saint-Jérôme ou de Carleton-sur-Mer en Gaspésie, nous te saluons et te remercions d'être avec nous pour notre 6e épisode du Street Scout Podcast. Comme à l'habitude, je suis avec mon grand chum, Brad. Comment ça va, mon homme? Ça va bien, toi? Ça va super bien, un peu fatigué, mais ça va. Ce soir, au menu, on va vous parler de 10 attaquants provenant de la WHL, de la Ligue junior de l'Ouest, admissibles au prochain repêchage de la NHL. En plus, mais notre goalie scout, Jean-René, va se joindre à nous par la suite pour nous parler du gardien, pour nous parler et d'analyser le gardien Carter George de l'attaque d'Owen Sound. Ouais, on commence-tu, Brabant? T'as-tu quelque chose à ajouter avant de commencer le show? Non, man, on peut se lancer directement avec notre top 10. Let's go! Top 10 WHL. On commence à tout seigneur, tout honneur. On va commencer avec l'excellent attaquant des Chiefs de Spokane, Berkeley Catton. Avant de te donner la parole, mon chum, Berkeley, c'est un attaquant de 5 pieds 11, 163 livres. Là. On parle vraiment, là, c'est vraiment un espoir de premier plan en vue du prochain repêchage. Là, probablement top 10. Là. En ce moment, la centrale de recrutement de la Ligue nationale le classe au 9e rang parmi les patineurs nord-américains. Depuis le début de la saison. Écoute, la saison est terminée, oui, dans WHL. En 68 matchs, Berkeley Catton a marqué 54 buts, amassé 62 passes pour un grand total de 116 points. Oui, vous avez bien entendu, 116 points en 68 matchs pour Berkeley Catton. Toi, Brabant, je sais qu'on a écouté Berkeley Catton dans les dernières semaines, mais généralement, quelle est ton analyse de ce petit attaquant très rapide? Ben, je te dirais que pour commencer, dans le fond, on a parlé d'un top 10, mais en fait, ils ne sont pas dans l'ordre. C'est juste 10 joueurs qu'on va parler et non classés dans le bon ordre. Le fit tombe bien, par exemple, parce que Berkeley Catton est quand même dans nos premiers de la WHL. Je te dirais, ce que j'ai à dire sur Berkeley Catton, c'est que, selon moi, c'est un des meilleurs attaquants avec le QI hockey. Très intelligent avec la rondelle. Un excellent patineur, dynamique, fabricant de jeu, un excellent passeur. Je te dirais que tout ça combiné ensemble, ça fait de lui genre une menace offensive. Il y a tellement un sac à outils rempli. Là, c'est assez incroyable. Mettons, on pourrait penser que son petit gabarit fait en sorte que ça pourrait le nuire. Mais je trouve qu'il est tellement intelligent comme joueur que c'est rare que tu le vois se mettre dans des positions où il est vulnérable. Mettons, il est tout le temps. Il est tout le temps actif. Mettons, il n'est jamais mobile. Le long de la rampe, il se fait rarement frapper parce qu'il est tellement rapide qu'il évite les mises en échec. Mais je te dirais que son jeu offensif, là, il n'y a pas vraiment de faiblesse. Je te dirais que ce qu'il faudrait qu'il travaille beaucoup, c'est son jeu défensif. Mais sinon, dans l'ensemble, pour de vrai, j'ai pas grand point négatif à dire sur Berkeley Catton. Je partage quand même ton opinion, surtout sur ces petites lacunes défensives. Là. Moi, j'ai noté que c'est un joueur qui est sensible à son jeu dans les 3 zones, mais parfois, là, ses couvertures défensives là, sont un peu déficientes. Là. Mais il est tellement intelligent là, que je pense que c'est une lacune qu'il va être capable d'améliorer là, dans son chemin vers la NHL. Mais tu sais, je viens de le dire, là, 116 points en 68 matchs, là, j'ai jamais été quelqu'un qui va apporter une grande importance aux statistiques, là, mais tu sais, un 54 goals, on peut pas fermer les yeux là-dessus. Lancer vif, tu l'as dit, vif, précis, puis puissant, je trouve. Sa vision du jeu, pour moi, est de calibre NHL en ce moment. Moi, c'est vraiment sa rapidité d'exécution. Là. C'est phénoménal. Là. Il va avoir la rondelle, la passe, ça va déjà être parti. Il va avoir la rondelle, ses mains sont d'une vitesse folle. C'est ça, son coup de patin il est phénoménal. Bref, Berkeley Catton a toutes les aptitudes pour moi là,
Ben pour moi, en tout cas, moi, je l'ai dans mon top 10. Là, je ne sais pas pour toi. Là. Je l'ai aussi dans mon top 10. Puis, dans plusieurs listes, il est top 10. Là, mais moi, Berkeley Catton, je ne sais pas de mémoire, là, mais il n'y a pas beaucoup d'attaquants devant lui là, sur ma liste pour le prochain repêchage. Berkey Catton, c'est un joueur qui a été repêché au premier rang là, à son année de repêchage dans WHL. On a commencé la saison en le regardant au Linka Gretzky. On se rappelle, il avait été dominant avec le Canada. Là. J'ai pris juste je me rappelle de ses stats là, rapidement là, au Linka Gretzky. Il avait fait 10 points en 5 matchs, il a marqué 8 goals. Il avait vraiment été phénoménal. Puis il a vraiment il a vraiment surfé son Linka Gretzky jusqu'en fin de saison. J'ai énormément hâte de le voir jouer en série. Un autre point, par exemple, qui me titillait un peu, que j'ai pas parlé, c'était le fait qu'à son match des espoirs, il a pas ressorti du lot, admettons. Ça m'a comme mis pas une puce à l'oreille parce que ça veut rien dire, c'est juste un match. Mais ça m'a comme titillé un petit peu quand même qu'un joueur de sa trempe soit pas capable vraiment de ressortir du lot. Mais je laisse la chance, puis selon moi, il va être capable de s'en reprendre, ça, je suis pas mal sûr. Ouais, mais juste avec nos visionnements de cette semaine, là, je pense qu'on a vu que. On a vu qu'il. En tout cas, je ne sais pas si c'est repris, mais il est en voie de se reprendre de la merveille. Berkeley Catton, des Chiefs de Spokane. Notre deuxième joueur de la soirée, mais c'est my man, Tidge Eginla des Rockets de Kelowna. Moi, Eginla, là, c'est mon joueur. Je l'adore. Premièrement, c'est un joueur qui est né le 1er août 2006. Donc, c'est un des jeunes joueurs de ce repêchage-là. Un attaquant de 6 pieds, 185 livres. Ben, son nom, il vous dit quelque chose. C'est le fils de Jerome Eginla, l'ancienne vedette des Flames de Calgary. En 64 matchs dans la WHL à Kelowna, 47 buts, 37 passes pour un total de 84 points. Tidge Eginla. Vas-y donc avec ton évaluation du fils du grand Jarome Eginla. Ouais, pour commencer, je te dirais que la pomme n'a pas bien tombé loin de l'arbre. Ça, c'est peu de le dire. Je te dirais que je te dirais que c'est un joueur qui mixe l'intensité, le jeu physique avec un style de jeu offensif. C'est pas mal un des tops qui est capable de faire les trois dans sa game. Je te dirais que c'est un excellent marqueur. Son tir du poignet, c'est 47 buts. Il en parle beaucoup. Sinon, je trouve qu'il y a quand même un très bon sens du hockey. J'aime bien son coup de patin. Je trouve qu'il y a un coup de patin quand même assez élégant. Il patine large. Il est assez mobile. Puis genre, c'est ça, il est bon dans les trois zones. Mettons, il est fiable défensivement. Il ne néglige pas ses replis défensifs. Mais sinon, en général, c'est ça. J'ai pas vraiment de points négatifs. Mettons, ses points faibles sont pas faibles, sont juste normaux, mettons. Comme tu dirais sûrement que son plafond, il est vraiment haut. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. OK. Ouais, dans le fond, je te faisais une passe sur la palette. Chris, c'est bon. Chris, c'est bon. Non, mais moi, Eginla, man, c'est un attaquant. Il coche toutes les cases, ce joueur-là. Là. Puis, tu sais, un peu comme tu le dis, là, même quand il y a une game ordinaire dans le réservoir, là, mais c'est un des meilleurs joueurs sur la glace. Il est gros, il frappe. Son lancer est foudroyant. Il excelle dans sa propre zone. Il coupe des jeux en zone neutre. Moi, là, Moi, en ce moment, là, puis là, je vais peut-être me faire lancer des roches, là, mais en date du 24 mars 2024, Eginla est deuxième sur ma liste. Derrière Macklin Celebrini. Moi, il me fait capoter. C'est le genre de joueur que tous les coachs veulent dans leur équipe. Puis, ouais, man. Moi, je le trouve phénoménal, ce gars-là. Puis, encore une fois, je vais peut-être me faire lancer des roches, mais il me fait penser à son père dans son jeu. Là. Ouais, s'il connaît une carrière comme Jerome, là, ça va être phénoménal. Mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'il va toujours trouver le moyen de donner un momentum à son équipe. Là. Comme le dernier match, j'ai vu là, son premier chiffre, il reçoit une passe rapidement, passe à la ligne bleue.
décoche un lancer frappé dans le casque du gardien. Il va aller donner la bonne mise en échec, mais au bon moment. C'est pas quelqu'un qui applique énormément de mise en échec, mais des fois, au bon moment, un beau hit, ça donne le momentum à son équipe. Bref, il fait tout bien, sa glace. Il fait tout bien. Fait que T. Higgins là, choix numéro 2 de la liste de Brass au prochain repêchage, en date d'aujourd'hui. Là. Mais je suis très... J'ai pas l'air si confiant que ça, mais je suis très à l'aise là, en ce moment. Je suis conscient là, qu'il ne sera probablement pas repêché au 2e rang. Je n'ai pas dit ça en classement jusqu'ici, là, mais la centrale de recrutement place au 11e rang parmi les patineurs nord-américains. Permets-moi de penser là, que, parce que ça, c'est le classement là, de mi-saison de la NHL, permets-moi de penser qu'il va monter, il va bondir là, sur cette liste là, à leur classement final. Donc, T. Higgins, là, un excellent joueur des Rockets de Kelowna. T'avais-tu de quoi rajouter sur notre chum, Higgins, là? Non, c'est bien beau comme ça, mon homme. Parfait. Notre 3e joueur de la soirée. Et j'ai nommé l'attaquant des Raiders de Prince-Albert, Ryder Ritchie, qui a la double citoyenneté canadienne et suédoise. Son père, Baron Ritchie, a conçu Ryder lorsqu'il évoluait dans le circuit suédois dans sa jeune carrière. Donc, Ryder Ritchie, c'est un attaquant de 6 pieds, 174 livres, qui est né le 3 août, donc un des jeunes joueurs de ce repêchage-là. En ce moment, Ryder est classé 16e par la centrale de recrutement parmi les patineurs nord-américains. Donc, on parle ici, encore une fois, d'un espoir de premier tour, peut-être plus en fin de première ronde. Cette année, Ryder Ritchie a été blessé. Il a seulement joué 47 matchs jusqu'ici pour un total de 19 buts, 25 passes, 44 points. Production offensive qui est un peu moindre par rapport à plusieurs autres espoirs là, de premier plan. Mais moi, je ne m'en fais pas beaucoup avec ça. Mais avant de parler de Ryder Ritchie, je te donne la parole, mon chum. Toi, qu'en penses-tu de Ryder? Yes. Ben, moi, je l'aime bien aussi, en fait. Comme tu disais, je trouve ça plate un petit peu de le voir avec en bas de 1 point par match. Mais quand tu regardes son équipe, tu peux remarquer que c'est peut-être, je pense que tu disais, c'est le 2e meilleur point par match de son équipe. Fait que, ça laisse paraître que l'équipe ne score pas beaucoup de buts en général, en fait. Là. Fait que non, c'est ça. Puis dans le fond, c'est un joueur avec un très bon potentiel offensif. J'aime particulièrement son anticipation du jeu puis son tir du poignet. C'est pas mal ses 2 forces, je te dirais. C'est pas le patineur le plus rapide ni le plus mobile, mais il est tout le temps bien positionné. C'est que ça fait en sorte que tu vois pas vraiment cette petite lacune-là de son coup de patin, dans le fond, qui est un peu sa lacune. Sinon, il est intense. Le long des rampes, il n'a pas peur d'aller batailler le long des rampes à 1 contre 1 pour aller chercher la rondelle. Il est capable d'appliquer des mises en échec à l'occasion. C'est ça, c'est pas le joueur que le. Il n'y a pas beaucoup de wow dans son jeu, mais il fait quand même tout bien. Mettons, il n'y a pas des super mains, mais mettons, des fois, dans des batailles, comme j'ai vu des matchs, souvent, mettons, il y a 2-3 joueurs alentour de lui. Il n'y a pas des super mains, mais son intensité fait en sorte qu'il réussit quand même à sortir d'au travers des 2-3 joueurs avec la rondelle. Moi, je trouve qu'il travaille super bien. Mais c'est ça. J'aimerais ça le voir améliorer son coup de patin, je te dirais. C'est sûr que l'année est pas mal finie, en fait, là, mais avant mettons, dans sa progression, j'aimerais le voir améliorer son coup de patin. OK, j'ai reçu ta passe. Je vais avec mon analyse de Ryder Ritchie. Chris, on a été meilleur sur celle-là. Mais ton analyse, moi, je la trouve excellente. Je la trouve très complète. Puis je la partage. Moi, j'aime ce style de joueur-là. Que les attaquants qui sont aussi bons offensivement que défensivement, là, moi, ça, c'est une qualité que j'adore. Puis je pense que c'est une qualité que plusieurs entraîneurs, tous les entraîneurs dans les nationales recherchent. Fait que oui, il n'y a pas beaucoup de points, mais dans les visionnements que je fais sur Ritchie, on voit qu'il est capable d'apporter un apport offensif, mais là, des fois, c'est
c'est peut-être ses compagnons. Tu sais, il joue dans une équipe qui est pas très forte, là. Prince Albert, là, ils ont fait quand même. Tu sais, ils vont rentrer en série comme 8e dans leur conférence. Fait, ça peut expliquer là, son manque de production offensive. Là. Mais c'est un joueur que, au départ, Non, vas-y. qui se concentre vraiment sur son jeu défensif. Puis là, il est en train de développer sa game offensive. Tu sais, en début de saison, quand je le regardais, mais j'étais comme Chris, il va-tu seulement être un joueur défensif? Ça va-tu être un gars de 3e, 4e trio? Mais là, je vois sa game offensive se développer de plus en plus. Puis tu sais, c'est même. C'est une arme là, très dangereuse sur l'avantage numérique des Raiders, je trouve. Là. Il est excellent. Je trouve qu'il a une belle vision du jeu quand même. Il est bon pour faire les bonnes passes, pas les passes à faible pourcentage. Là. Il va tout le temps trouver son option 1, là, l'option la plus simple. Il va faire une belle passe directe, précise. Puis aussi, des fois, il va se blottir en avant du but adverse. Puis je le trouve particulièrement bon pour rediriger des rondelles. Tu sais, des fois, un défenseur, par exemple, sur l'avantage numérique, fait un tir-passe un peu, là. Puis s'il fait rien que la rediriger avec sa palette en avant du but, puis marque relativement beaucoup de buts de cette façon-là. Fait que là, il est dangereux offensivement, il est très efficace défensivement, capable d'appliquer des bonnes mises en échec. On parlait off-cam, tu l'as un peu dit, là. C'est pas quelqu'un qui va être réputé pour ses mains, mais on voit qu'il qui se développe quand même, qui développe quand même cette facette-là. Ça ne sera jamais une force chez eux, mais s'il est capable d'avoir s'il est capable d'être respectable dans cette facette-là, ça va être. Je trouve vraiment là, qu'il devient de plus en plus complet. Ouais. Puis malgré sa production offensive qui est un peu moindre, moi je le prends en première ronde là, demain matin. Là, c'est ça. Juste pour closer ce que tu dis, je viens d'aller voir, puis Prince Albert, c'est genre la 5e équipe qui score le moins de buts dans la ligue. Fait que, ça prouve un peu que c'est pas une grosse production offensive qu'il peut avoir dans cette équipe-là. Non, puis tu sais, de mémoire, là, le premier pointeur, c'est un joueur de 20 ans. Là, ça, c'est un classique. Là. Mais non, Ryder Ritchie, il est vraiment utilisé à toutes les sauces là, à Prince Albert. Puis, puis tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'il va peut-être se faire éliminer rapidement. Je sais pas c'est quoi la date exactement où ce que les pays là. Non, que les pays au U18 vont dévoiler leur formation. Mais je pense qu'ils ont accès aux équipes qui se font éliminer au premier tour. Donc, Ryder Ritchie là, pourrait bien se retrouver avec le Canada à la fin du mois d'avril. Donc, à surveiller, Ryder Ritchie des Raiders de Prince Albert. Notre 4e joueur de la soirée du 24 mars 2024, j'ai nommé l'attaquant des Tigers de Medicine Hat, Andrew Bash. On le sait, à Medicine Hat, calique, j'ai hâte que Caden Lidstrom revienne au jeu. Mais bon, en attendant, les Tigers ont plusieurs autres espoirs à surveiller en vue du prochain repêchage. Puis Andrew Bash en fait partie. Un attaquant de 6 pieds, 185 livres. En ce moment, Andrew Bash est classé 18e par la centrale de recrutement parmi les patineurs nord-américains. Cette saison, à Medicine Hat, en 63 matchs, 30 buts, 55 passes pour un total de 85 points. Moi, là, je vois Bacha, mon gars, puis je me dis tout le temps, moi, je pense que c'est le style à Brabant. Je me trompe-tu? Ah non, je l'aime bien pour de vrai. Oui, je l'aime, puis je l'aime mieux qu'en début de saison, je te dirais. J'avais peur aussi qu'il joue beaucoup pas dans l'ombre, mais qu'il profite des points de Caden Lindstrom, puis du fait que Medicine Hat ont un Jésus de gros club. Là. Mais je te dirais qu'il sort vraiment son épingle du jeu. C'est vraiment un excellent fabricant de jeu. En fait, c'est un passeur, il y a des bonnes mains, il est rapide, il est agile. Il crée beaucoup d'offensives à Medicine Hat. Puis, c'est ça que j'avais peur au début, c'est qu'il profite beaucoup de Lidstrom. Puis finalement, en son absence, il a continué de produire offensivement. Puis c'est ça, il n'a pas ralenti. Là. Ce que j'ai aimé aussi, c'est de voir que, admettons, défensivement, je trouvais qu'il y avait un petit relâchement en début de saison. Puis je trouvais qu'en ce moment, il y avait les derniers visionnements que j'ai vus, il y avait une légère amélioration dans son jeu défensif. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça, voir qu'il progressait
quand même un peu. Mais non, c'est vraiment un joueur. Je le trouve flashy un peu. Là. Mettons, il fait vraiment des beaux jeux. Il est capable de garder ça simple, mais il a des bonnes mains, puis il est vraiment rapide. Fait qu'il crée vraiment des belles choses offensivement. Pour ma part, Andrew Basha, là, je vais commencer. Moi, je suis vraiment surpris de le voir listé à 6 pieds. Moi aussi, parce que je trouve J'aurais jamais cru ça, tu sais. Là, je ne sais pas si. Là, j'ai vu qu'il était 6 pieds sur Elite Prospect. Là. Je ne sais pas s'il est réellement 6 pieds, mais je suis vraiment surpris de le voir à cette grandeur-là parce qu'effectivement, il a l'air vraiment plus petit, sa patinoire. Ça, c'est une chose. Deuxième chose négative sur lui, je trouve que son lancer manque de vélocité. Je trouve que effectivement, c'est un passeur avant d'être un marqueur. Là. Oui, son 30 buts, là, il est non négligeable cette saison. Là. C'est quand même 30 buts de plus que moi. Là. Mais je trouve que son tir manque de vélocité. Mais tout le reste, je trouve que c'est positif. Moi, je trouve que c'est une fusée, sa patinoire. Ouais. Surtout, offensivement, tout ce qu'il fait, il le fait à une vitesse grand V. Là. Ses mains sont tellement rapides, là, c'est incroyable. Des fois, il y a comme une lutte dans le coin de la patinoire, mettons, entre un joueur des Tigers et un adversaire. Puis Basha, il va juste venir appuyer son joueur, puis avec un mouvement de bâton, récupère la rondelle rapidement, effectue la passe également rapidement. C'est ça, il est vraiment rapide. Ses mains en espace restreint, je les trouve phénoménales. Ça, c'est une chose. Sa vision du jeu, nettement, moi, je trouve que sa vision du jeu est nettement au niveau de la Ligue nationale. Ouais. Sa qualité de passe, il fait des passes à faible pourcentage qui réussit souvent. Est-ce que c'est mon style de joueur? Pas vraiment. Je trouve qu'il y a un peu de stock de junior dans son jeu. Mais effectivement, moi aussi, je trouve que son jeu défensif s'améliore. En fait, sa sensibilité défensive s'améliore. Mais un peu comme Catton, là, dans ses couvertures, là, des fois, c'est ça. Il y a de la misère à se positionner à la bonne place. Ouais. Mais je vois qu'il est plus sensible à apporter de l'amélioration à son jeu défensif. Mon dernier visionnement que j'ai fait, là, à un moment donné, il était complètement perdu, man. Défensivement, il y avait 4 joueurs en avant du but, en avant de leur but. Puis il y avait un, je me rappelle plus, je pense que c'était contre Edmonton. Il y avait 4 joueurs en avant du but, en avant de leur but, puis il y avait un joueur d'Edmonton. Bref, là, l'enclave était découvert là, pour 3 joueurs des Old Kings. Puis bref, il y a un but qui a été marqué. Là. Mais, je répète, il démontre plus d'intention à améliorer son jeu défensif. Donc voilà pour Andrew Basha. T'avais-tu quoi à rajouter? Non, c'est pas mal. On a pas mal dit tout. Notre prochain joueur, je sais que c'en est un que tu aimes beaucoup et que tu débaptises avec grande joie. Et j'ai nommé l'attaquant des Cougars de Prince-Georges, Tarik Parachak. Ouais, appelle-le comme tu veux, mon chum, ça ne me dérange pas. Un ailier droit de 5 pieds 11, 180 livres. Tarik est classé en ce moment au 14e rang par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Cette saison, avec les puissants Cougars de Prince-Georges, en 68 matchs, 43 buts, 62 passes pour un grand total de 105 points. Tarik Parachak. Vas-y donc avec ton évaluation de notre beau Tarik. Je ne sais même pas par où commencer. Je te dirais, pour de vrai, en début de saison, je pense que tout le monde était surpris de le voir partir sur une production. Je te dirais qu'en début de saison, je pense qu'il était quelque chose comme genre 15 buts en 15 games. Puis, mettons, il était sur toute une lancée. Puis, personne ne le connaissait parce qu'à l'année passée, il jouait dans un prep school. Il est considéré comme une recrue cette année, j'imagine. Déjà en partant, puis là, mettons, j'étais comme, ouais, il va-tu continuer sur ce genre de lancer-là? Puis on est rendu fin de saison, il est rendu à 43 buts. Sa production de buts a diminué un petit peu, mais sa production de points est encore au top. Là. Mais comme Simon, il va vous dire, il joue avec 2 gars qui ont en haut de 100 points, qui sont draftés NHL. Fait que c'est sûr que ça l'aide à produire, mais selon moi, c'est
son tir du poignet, là, moi, c'est pas le meilleur du repêchage, mais je suis capable de dire que, selon moi, là, il est pas loin du top 5 d'avoir le meilleur lancé du repêchage. Tu sais, mettons, j'ai vu à des occasions, là, il prend les défenseurs comme écran, puis il sert d'eux autres des lancers en haut des oreilles. Tu sais, mettons que tu te dis que ça va perdre de la vélocité un petit peu, mais non, ça rentre au poste. Il est super intelligent avec la rondelle. Il a des bonnes mains. Il manque de vitesse un petit peu, par exemple, mais tout son bagage offensif en tant que tel est vraiment, vraiment très bon. Mais son jeu défensif, par exemple, je dirais pas affreux, mais il est pas loin d'être affreux. Tu sais, mettons, comme tu parlais des couvertures défensives, lui, ses couvertures défensives sont vraiment très ordinaires. Mais je te dirais que moi, son jeu offensif, il me fait capoter. Mais c'est souvent le cas là, pour des joueurs offensifs. Tu sais, à leur âge, là, c'est des dos de 18 ans. Là, c'est sûr que pour les joueurs offensifs, leur jeu défensif laisse souvent désirer. Est-ce que Parachak pourrait l'améliorer? Je pense que oui. Mais effectivement, c'est sûr qu'en ce moment, c'est un peu difficile. Puis oui, il joue avec une grosse équipe. Mais tu sais, je pense juste que le fait qu'il joue avec une grosse équipe fait en sorte qu'il y a 105 points. Tu sais, je veux dire, avec une autre équipe, là, il pourrait avoir une production offensive très intéressante, mais de franchir le plateau des 100 points, c'est vraiment le fait qu'il joue avec les Cougars de Prince-Georges. Puis je regardais rapidement pendant que tu parlais. Si je me trompe pas, là, les Cougars de Prince-Georges devraient jouer contre Berkeley Catton et les Chiefs de Spokane en première ronde des séries. Donc, ça pourrait nous faire des rencontres très intéressantes là, à voir. Prince-Georges, ils vont probablement gagner en 4 quand même. Là. Mais Prince-Georges, c'est une équipe qui. C'est l'équipe favorite là, pour sortir de l'Ouest là, pour aller à la Coupe Memorial. Bon, pour revenir à Parachak, moi, c'est vraiment son intelligence dans le jeu qui m'impressionne le plus. Puis tantôt, on disait que Bachot, on était surpris de le voir à 6 pieds. Moi, je suis surpris de voir Parachak seulement à 5 et 11. Tu sais. Je trouve qu'il joue comme un gars de 6 pieds 2, 200 livres. Puis c'est pas nécessairement par ses mises en échec ou son physique, mais patine large, prend de la place. Il y a un long bâton. En tout cas, je suis vraiment surpris de le voir en bas de 6 pieds. Moi, Parachak, je trouve que sa lacune, c'est son coup de patin. Je ne sais pas si tu as dit qu'il était rapide. Non, j'ai dit aussi que son coup de patin était ordinaire. Ouais, son coup de patin est ordinaire. Ça me donne des points d'interrogation sur sa progression au prochain niveau. Mais son intelligence et sa capacité à fabriquer des jeux me font capoter. Je trouve qu'il fait des je ne sais pas si en espace restreint, c'est le bon terme, là, mais je vais le dire de même. Il fait des passes en espace restreint de manière remarquable. Tu sais, je trouve, en tout cas, surtout dans le dernier visionnement que j'ai fait, là, souvent, il faisait des passes, là, genre à 1 cm du hors-jeu, là, mais c'était tout le temps tête, c'était tout le temps in. Mais c'était tout le temps sur le tape aussi, puis ça l'occasionnait souvent des occasions de marquer. Ouais. Sa qualité de passe est phénoménale. Tu as parlé de son lancer, je partage. Tu as parlé de lancer top 5. Je comprends. J'aurais peut-être dit plus top 10, là, mais j'embarque avec ce que tu dis. Fait que je trouve vraiment qu'il y a des aptitudes offensives très intéressantes. Là, j'ai hâte de le voir en série. Tu sais, là, au deuxième, au troisième tour, peut-être en finale, qui ont des grosses formations, là, je vais vraiment apporter une attention particulière à son jeu parce que on devrait voir là, les Cougars jouer très longuement dans les séries de la WHL. Donc, dans WHL. Donc, voilà pour Terry Parachak des Cougars de Prince-Georges. Ouais, vas-y. Mais ça veut dire, dans le fond, que les Spokane ont fini quasiment dans la cave parce qu'eux autres, ils ont fini premier. Fait que. Ouais, c'est pas OK. C'est pour ça, mais c'est pour ça que j'ai vu que, mettons, je checkais Berkeley Catton tantôt, puis il y avait 116 en 68, mais il était à plus 10 ou plus 15, admettons. Là, je trouvais ça, Chris, il y a 116 points plus 15. Là, je viens de comprendre qu'il doit souvent faire scorer en powerplay ou, mettons, il se fait accorder beaucoup de buts quand il joue, dans le fond. C'est ça que ça veut dire. Ben, en même temps, man, plus 15 dans une équipe qui joue en bas de 500, c'est bon, là. Ouais, non, mais c'est ça que je te dis. Ça veut dire qu'il doit se faire accorder beaucoup de buts quand il joue.
Parce qu'il est quand même 116 points. Ouais, mais tu sais, effectivement, il récolte beaucoup de ses points en avantage numérique. Là. Ouais. Quand tu scores en avantage numérique, mais t'as pas un +1, là. Ouais, mais non, j'ai été surpris qu'il fasse 116 points avec une équipe dans la cave. Ouais. Ouais, mais il joue avec Corner Roulette. Hein. Ouais. C'est comme le duo de l'équipe. Là. Le reste, c'est un peu. C'est vraiment plus faible. Paraska qui est genre plus 50, je pense, ou plus 49, me semble. Mais tu sais, je regarde rapidement, là, Berkeley Catton, il est deuxième dans son équipe au niveau du différentiel. Là. Derrière le défenseur Sage Weinstein, un espoir de l'Avalanche du Colorado. Bon. Donc voilà pour Tarek Parachak. On passe à notre 6e joueur de la soirée. Et j'ai nommé ton joueur préféré. Ouais. Adam Yeko, un ailier droit tchèque. Il vient de la Tchéquie. Un gros ailier droit de 6 pieds 5, 201 livres. Il évolue avec les Old Kings d'Edmonton dans la WHL, effectivement. Les Old Kings, je regarde rapidement s'ils ont fait les séries. Non, ils sont exclus du portrait éliminatoire. Donc, une saison difficile pour les Old Kings. Puis ça a paru là, sur la production offensive d'Adam Yeko. En ce moment, il est classé, un bon classement, 13e par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. On le sait que la centrale de recrutement de la Ligue nationale là, capote sur les gros joueurs. On a juste à penser à Dean Letourneau. Je vais terminer là-dessus. Cette saison, à Edmonton, en 54 matchs, 23 buts, 24 passes pour un total de 47 points. Adam Yeko. Vas-y avec ton analyse du gros tchèque. Je te dirais qu'elle ne sera pas bien longue, en tout cas, parce que c'est clairement pas mon style de joueur, je te dirais. Surtout, admettons, quand le classement fait de lui un choix de deuxième ronde. Mettons, je peux pas croire qu'un joueur de même va sortir en deuxième ronde juste parce qu'il mesure 6 pieds 5. Ça me casse un peu. Ah, il y a du monde qui le voit en première, man. Moi, man, ça me fait parce que, tu sais, c'est un joueur ultra lent. Je trouve que la plupart du temps, il n'est pas impliqué. Tu sais, mettons, mes observations que j'avais en début de saison reflétaient. Tu sais, mettons, mes observations en début de saison, puis en ce moment, là, ils n'ont pas changé. Tu sais, mettons, ça a resté le même joueur. Il n'a pas évolué, mettons. C'est pas positif, je pourrais dire qu'il protège bien sa rondelle, mais à 6 pieds 5, si tu protèges pas bien ta rondelle, tu as un maudit problème, je te dirais. Là. Ouais. Mais ça reste que ça peut quasiment pas être une qualité quand tu mesures 6 pieds 5. À l'occasion, il donne des mises en échec, mais à 6 pieds 5, j'aurais aimé ça le voir plus physique encore que ça. Mais le point positif, c'est que, mettons, il joue bien, il tient bien sa position pour, mettons, il patine pas vite. Fait que, mettons, il joue bien sa position. Puis ça, de ce sens-là, j'aime ça parce qu'au moins, il compense en tenant bien sa position. Mais sinon, en général, mettons, oui, il y a des beaux flashs offensifs. Mettons, tu le vois souvent. Mettons, j'ai écouté le match ce matin, puis je l'ai pas vu quasiment de la game, puis il a sorti genre une passe, mettons, d'une zone, ben pas d'une zone à une zone, mais d'une bande à une bande. Puis, mettons, par-dessus 2 bâtons, puis le gars, il a juste à pousser dans le filet. Je vois quand même qu'il y a des belles aptitudes offensives. Tu me dirais que ce gars-là, il serait un choix de 4e ronde, puis, mettons, je le bâcherais moins un peu, tu comprends-tu? Parce que là, je le vois comme un choix de 2e ronde, puis je peux pas croire que c'est un choix de 2e ronde. Fait que ça me fait le bâcher un peu. Est-ce que Adam Yeko est le premier joueur sur ta Hartford list? Je pense que oui. Oh. Ouais, je pense que oui. Un moment donné, on va vous en faire un podcast de notre Hartford list. Pour l'histoire... c'est bon, actrice, faire. Je vais m'en mettre de côté. Je vais mettre ma note à côté. Ben ouais, man, on va s'en monter une, man, ça va être nice. Pour la petite histoire, là, on écoutait le podcast là, de la Poche Bleue là, dernièrement. Puis c'est Alain Chaîné qui était invité sur la Poche Bleue. Puis Alain Chaîné il racontait des anecdotes du temps où il était pro scout, dépisteur en chef, en fait, des Ducks d'Anaheim. Puis Alain Chaîné, il disait, Colin, à tous les repêchages, quand les Whalers... Yes, c'est fait. OK. À tous les repêchages, dans le temps que les Whalers d'Hartford existaient, il disait, les Whalers repêchaient
toujours des joueurs qu'on voulait rien savoir. Fait que avec les dépisteurs au sein des Ducks, il s'était créé la Hartford List. Et la Hartford List, il mettait les noms des joueurs que c'était sûr qu'ils n'allaient pas toucher à eux pendant le repêchage, peu importe la ronde, là, peu importe avec quel choix qu'ils allaient sélectionner. Puis il faisait un parallèle avec l'histoire. Il disait que maintenant, les Ducks repêchaient 9e, puis ils avaient rencontré Nikita Filatov en entrevue. Puis Nikita Filatov, dans ce temps-là, c'était vraiment un espoir de premier plan. Là. Il performait vraiment bien. Puis Alain Chénier raconte, puis là, en tout cas, j'espère que j'emploie les bons mots. Puis Alain Chénier raconte qu'il reçoit Nikita Filatov en entrevue. Puis Nikita Filatov, il fait juste dire, mais vous repêchez à quel rang, vous? Puis là, je pense que les Ducks repêchaient 8e ou 9e. Puis là, admettons, Alain Chénier dit 8e. Ah, il dit, mais pourquoi vous m'invitez? Moi, c'est sûr que je pars top 3, là. Je ne sais pas s'il avait dit top 3 ou top 5, là, mais whatever. Il dit, ben non, mais je ne veux pas vous parler. Moi, c'est sûr que je vais être sorti à votre rang. Puis, en tout cas, l'entrevue, selon Alain Chénier, selon ses dires, l'entrevue a vraiment duré peu de temps. Ils ont demandé à Filatov de quitter. Puis, c'est ça, quand Filatov est parti de la pièce, mais ils ont mis Nikita Filatov sur le Hartford List. Puis, je crois que Filatov a été sélectionné au 6e rang. Je ne sais pas si tu peux vérifier rapidement, là, ouais. Mais au 6e rang à ce repêchage-là. Puis, l'histoire donne raison à Alain Chénier parce que Nikita Filatov n'a pas eu de carrière là, dans la Ligue nationale. Nikita Filatov, 6e. 6e par Columbus? Par Columbus. Ouais, OK. Fait que quand j'ai écouté cette entrevue-là avec Alain Chénier, mais c'est ça, j'ai dit à Brabant que, hey, on va se monter une Hartford List. Puis, mais la Hartford List, c'est risqué en tabarnak, par exemple, si on en fait une. C'est vraiment risqué. Mais peut-être là, avant le repêchage, là, un épisode quelques semaines là, avant le draft, là, on pourra vous présenter genre un petit 5 joueurs chaque là, sur notre Hartford List. Donc, Adam Yeko va peut-être être sur celle de Brabant. Je reviens au gros attaquant tchèque. Selon moi, il ne sera pas sa tienne. Non, mais moi, c'est ça. Ce qui est cool entre toi et moi, c'est que toi, il y a un style de joueur que tu aimes. Ouais. Moi, j'ai un style de joueur que j'aime. Mais on est quand même capable d'admirer les qualités là, envers les joueurs qui ont un style qui ne s'apparente pas à nos intérêts. Mais moi, Adam Yeko, effectivement, c'est mon style de joueur. Un gros attaquant. Moi, mais en même temps, je te dirais, Dylan Tourneau pourrait être mon style de joueur également, mais ça ne l'est pas pantoute. Je vois des qualités là, en Adam Yeko. C'est sûr que son gabarit, 6 pieds 5, plus de 200 livres, j'aime ça. Des joueurs de cet âge-là, avec ce gabarit-là, c'est toujours un petit peu plus long. Souvent, ces espoirs-là, c'est ça, ils vont connaître une progression plus lente. Donc, à 18 ans, c'est certain qui... en fait, pas c'est certain, mais je peux comprendre qu'ils performent moins bien qu'un gars comme Catton ou autre. Il est encore en train d'apprendre à habiter son corps. Puis ça peut prendre... Comme Dylan Tourneau, c'est ça aussi, tu sais. Mais puis Yeko, c'est ça. Il apprend à vivre dans son corps comme joueur de hockey. Ceci étant dit, sa présence devant le filet est impressionnante. En quoi tu ris? C'est genre-là, y a-tu quoi, hein? Non, c'est ton texte, man. C'est ton texte, man. Non, pas tant. Il apprend encore à vivre dans son corps. Man. En fait, je vais te lire mon texte. Adam possède un physique très imposant, mais il est encore en train d'apprendre à habiter son corps. Sa présence devant le filet adverse est impressionnante et c'est là qu'il excelle le plus. Il est également très performant au cercle des mises en jeu. Cependant, il doit améliorer sa vitesse et son équilibre. Grâce à sa longue portée, Adam est très bon en protection de la rondelle. Sa force de lancer est également un point fort chez lui. Son potentiel est très intéressant et laisse présager de belles choses pour l'avenir. Voilà. Ah, ben, on a rien. Ouais. C'est un beau violon, on a du fun.
Non, mais tu me l'as vendu, je pense, sur top 10. Yes, sir, man. Moi, t'es libre plus souvent mes textes. Donc, voilà pour Adam Yeko, des Old Kings d'Edmonton. Puis Adam Yeko, c'est un 2006, donc devrait être au U18 avec la formation de la Tchéquie. Donc, au U18, là, on vous prépare tout un show. On vous prépare des analyses de chaque formation avec nos observations sur les joueurs. Bref, restez à la chaîne de Street Scout pour plus d'informations. Voilà pour Adam Yeko. Notre prochain espoir est l'attaquant des Pats de Regina, Tanner Howe, qui est je viens de le dire, un attaquant de 5 et 11, 181 livres, qui est classé en ce moment au 29e rang par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Tanner Howe, là, qui joue avec une formation exécrable là, dans la WHL. Je confirme que la formation n'est pas du portrait des séries éliminatoires. Cette saison, Tanner Howe, 68 matchs, 29 buts, 49 passes, 77 points. De loin, le meilleur joueur de son équipe. Toi, Brabant, que penses-tu de Tanner Howe? Moi, je l'aime bien. Dans le fond, pour commencer, je te dirais que de loin, le meilleur pointeur, il a 22 points de plus que le deuxième de son équipe. Je l'ai mis dans mes notes parce que c'est assez incroyable. J'aimerais ça voir le nombre de minutes que ce gars-là il passe sur la patinoire. C'est l'enfer. Toutes les fois que je regarde les Pats, là, je pense qu'il embarque aux 2 chiffres. Il joue sur toutes les PP, il joue sur toutes les piquets. Pour de vrai, il est partout sa patinoire. C'est vraiment un très bon fabricant de jeu, un excellent coup de patin. Son sens du hockey, pour de vrai, il est en zone offensive. Là, on dirait que ça paraît que ça fait. Mettons, lui, c'est sa 4e année parce que, mettons, il y a 4 ans, il a fini sa saison avec les Pats. Puis après ça, il a déjà joué 3 ans. Puis on dirait que ça paraît déjà, il est mature. Tu sais, mettons, des fois, tu peux le laïr parce qu'il est comme une petite. Tu sais, il cherche un peu la bisbille ici dans les arrêts de jeu. Mais sinon, dans son jeu, il paraît mature dans sa game. Il est calme avec la rondelle. Pour de vrai, en zone offensive, il crée beaucoup de choses sans que ça soit super rapide. Il analyse vraiment le jeu de ce qui va se passer. Non, pour de vrai, c'est. Puis, mettons, un petit peu, avant je me perds dans ce que je veux dire. Mais c'est ça, je voulais dire. Mettons, c'est ça. On dirait que des fois, il sait que c'est le meilleur. Fait que des fois, il y a des petits relâchements. Mettons, il oublie ou il relâche ses replis défensifs ou tu le vois moins intense sur certaines séquences. Fait que, mettons, il y a du relâchement un petit peu. Je ne sais pas si c'est parce que il sait que c'est la vedette de l'équipe, puis je sais pas. Mais ça reste le capitaine de son équipe. Mettons, l'année passée, il jouait avec Connor Bedard. L'année passée, ouais. Puis, il a connu. Aussi. Ouais, il a connu, mettons, l'année passée, il a connu une bonne saison. On aurait pu penser que c'était grâce à Connor Bedard. Puis cette année, il a reproduit la même saison avec un club moins bon encore. Fait que, tu peux présager que ce gars-là, oui, tu profites tout le temps de Connor Bedard, mais mettons, cette année, il a fait sa production offensive sans Connor Bedard. Fait que ça laisse présager qu'il n'avait pas besoin de lui en tant que tel pour faire des points. Ouais, mais c'est souvent quand on regarde un espoir cette saison, comparativement à l'année dernière, souvent il y a une grosse production, il y a une grosse progression au niveau des statistiques. Fait que c'est pour ça, tu sais, Tanner Howe, il a joué 2 ans avec Bedard. Là. Fait que, il a commencé à 16 ans, il a fait 69 points. À 17, il a fait 85. Là, il a fait 77 cette année. Ne voyez pas ça comme une régression, mettons. Ouais, c'est ça. Il est encore en progression, Tanner Howe. Il n'y a pas de problème. Moi, pour ma part, Tanner Howe, mais il évolue dans des conditions difficiles à Regina. Il manque de soutien de la part de ses coéquipiers. OK. Allez, on est fatigué, hein? Merci d'être avec nous et d'écouter Street Scout épisode 6. Non, mais pour vrai, Tanner Howe, là, sa rapidité, là, c'est son atout majeur pour moi. Là. C'est un peu comme Andrew Basha, là, je trouve qu'il fait tout à grande vitesse.
Mais ses coéquipiers, là, ils étaient juste pas capables de compléter ses jeux. Mais en tout cas, sa rapidité amenait Tanner Hall très souvent à être capable de déborder les défenseurs adverses, puis de couper au filet, puis d'avoir une occasion de marquer. C'est un gars que j'ai trouvé très intelligent. C'est le capitaine de son équipe. C'est sûr qu'il n'y a pas un super de bon line-up, mais quand tu nommes un joueur capitaine, là, c'est que ses qualités de leadership sont reconnues à quelque part. C'est ça. J'ai noté que ses efforts étaient souvent contrés par manque de talent de ses coéquipiers. Je le vois pas. Je suis capable de le projeter dans les NHL, parce que souvent, là, j'allais dire, ces petits joueurs-là, il est presque 6 pieds, là, puis il est 180 livres. Là. Mais il joue petit quand même, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est pas un gros. Ouais, il joue pas gros. Mais je suis capable de projeter son style dans les NHL, mais ça sera pas un marqueur. Là. Ça va plus être c'est ça va plus être quelqu'un qui va alimenter ses coéquipiers. Là. Fabricant de jeu. Je le vois comme un bon complément de trio. Ouais. Mais il y a encore beaucoup de stock de junior dans son jeu. Mais en tout cas, je le vois être capable là, d'apporter les améliorations nécessaires pour un jour avoir une carrière dans la Ligue nationale de hockey. Puis ça, c'était pas un texte, ça, c'était tout dans ma tête. Mais tu trouves-tu, toi, que, mettons, moi, on dirait que le fit, mettons, ce que toi, tu viens de dire, puis ce que tu as dit à Andrew Basha, on dirait que ça ressemble beaucoup, genre, comme style de joueur, même grandeur, 2 fabricants de jeu. C'est intéressant. Mais c'est intéressant qui tu prends. Puis je suis vraiment pas en désaccord avec ce que tu dis. C'est qui tu prends de les deux, toi? En ce moment. Hey, c'est dur à dire en crise parce qu'il y en a un qui joue dans une top équipe puis l'autre joue dans une équipe de merde. Fait que c'est. Ah ouais, moi, toi. Moi, je pense que j'irais avec la maturité de Tanner Hall, je pense. Ouais. Moi, tout, man. Tanner Hall. Avant Basha. Ouais. Ouais. Ce qu'il a fait cette année avec les Pats originaux, là, c'est. C'est une excellente saison. Tu regardes les matchs des Pats, là, tes yeux saignent. Il n'y a pas de line-up, c'est fade. Ouais, je serais curieux de voir Tanner Hall. Combien Tanner Hall aurait pu faire de points avec. On parlait de Medicine tantôt, avec Prince George. Là. Ouais, je prends Tanner Hall devant Basha, mais c'est serré. C'est serré. Ouais, pas by far, là. Tu sais, c'est. Mais j'aimerais vraiment voir le nombre de minutes que ce gars-là a joué cette année. Total, là, ça doit être quelque chose de phénoménal. Il devait jouer des 25-28 minutes par game. Il a embarqué aux 2 chiffres, toutes les PP, toutes les piqués. C'est complètement débile. J'ai dit aux 2 tours, tu le voyais sur la glace. Ah non, 100%. Mais c'est une information qu'on pourrait trouver. Là, ouais, sans sûrement, problème, ouais. Mais tu sais, c'est fou. Hein. Effectivement. Donc voilà pour Tanner Hall des Pats de Regina. Il nous reste 3 joueurs à parler avant d'amener notre beau et notre excellent goalie scout, Jean-René. Notre prochain attaquant des Rebels de Red Deer, j'ai nommé Oli Josefsson, un attaquant de 6 pieds 180 livres. Il est né en juillet, donc un des jeunes du repêchage. Production offensive assez maigre là, cette saison avec à Red Deer en 68 matchs, 12 buts, 35 passes pour un total de 47 points. En ce moment, il est classé au 43e rang par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Donc, on peut parler d'un choix de fin de 2e ronde, 3e ronde pour Oli Josefsson. Comment tu le trouves, toi, Josefsson? Moi, bizarrement, c'est un des gros attaquants. Il est-tu 6 pieds ou il est plus que 6 pieds? Il est 6 pieds. En tout cas, il est listé à 6 pieds, ouais. Mais il joue gros. Puis, admettons, c'est... comment dire? J'avais checké en début de saison, puis c'était pas un joueur qui me tapait dans l'œil beaucoup. Je le trouvais pas super rapide, pas vraiment... impliqué dans les jeux offensifs ou c'est pas, on va se dire, c'est pas un joueur super flashy, mais plus que je le regardais en s'en allant vers la fin de la saison, puis plus que je voyais des séquences de lui, genre vraiment c'est un joueur intense, physique,
Tu sais, mettons, il est bon dans les 3 zones, il est fiable défensivement, il néglige pas ses replis. Il est quand même assez bon au cercle des mises en jeu. Mais tu sais, c'est ça. C'est pas un talent naturel offensif. Tu sais, mettons, ses points, il les a travaillés. Il n'y a rien eu de gratuit. Mais c'est ça. Tu sais, mettons, c'est un style de joueur que bizarrement, contrairement à mes autres qui sont un peu plus flashy, lui, je l'aime bien parce qu'il il travaille vraiment fort pour apporter quelque chose. Puis, tu sais, ça apporte fruit la plupart du temps. Là. Puis, non, c'est ça. J'avais-tu d'autres choses? Tu sais, c'est ça. Tu sais, mettons, je penserais pas qu'on peut le voir comme un top 6, mais tu sais, je serais capable de le voir comme un bottom 6 quand même assez facilement. On dirait qu'il s'introduit vraiment bien dans un bottom 6. Contrairement à du monde que tu peux juste les introduire dans un top 6, admettons. Ouais, moi de mon côté, Josephson, là, en tout cas, dans les 10 joueurs qu'on parle ce soir, là, c'est le joueur que j'ai vu le moins souvent. C'est un joueur que j'avais pas sur mon radar en début de saison, qui est arrivé là, c'est ça, sur mon radar là, plus vers la mi-saison. Donc, mon évaluation est pas complète encore pour lui. Ces séries éliminatoires, je vais les regarder attentivement. De mémoire, là, les Rebels de Red Deer vont affronter les Tigers de Medicine Hat en première ronde des séries. Ça va être intéressant. Mais je partage ton évaluation de Josephson. Moi, j'ai marqué que c'est un joueur qui jouait de la bonne façon. Son style, je le trouve facilement projetable dans la Ligue nationale. C'est un joueur qui a une bonne progression par rapport à l'année dernière. Je le vois exploser là, à Red Deer l'année prochaine. Là, je le vois vraiment. Je ne serais pas surpris de le voir à plus d'un point par match la saison prochaine. C'est ça. C'est pas un grand marqueur, là. Puis, tu sais, je dis pas ça à cause de ses statistiques, là, mais sa touche de marqueur, c'est ça. Il n'y a pas une touche de marqueur innée, naturelle. Mais je trouve qu'il alimente très bien ses coéquipiers. C'est un gars qui joue nord-sud. C'est un gars qui a peu de stock de junior dans son jeu. Ouais. J'ai noté, il est très combatif au cercle des mises en jeu, très intense, autant en échec avant qu'en repli défensif. Donc, ce que je vois là, jusqu'ici, d'Oli Josephson, c'est très positif. Et ça, malgré sa production offensive un petit peu moindre. Donc, en fin de deuxième ronde, là, moi, je suis... En tout cas, moi, je pense que Josephson peut être une surprise de ce repêchage-là. Là, si vous avez un choix de deuxième ronde si vous avez un choix de deuxième ronde en fin de ronde, là, ça pourrait être une très grande surprise. Je pense que je viens de dire ronde 8 fois. Si en une minute. Je suis désolé. Comme tu sais, mettons. Tu sais, mettons, ouais. Mettons, moi, je le repêcherais, genre, tu sais, mettons, pas en troisième ronde, mais peut-être genre 50, en tout cas, whatever. Voilà pour Oli Josephson. On se prend pas au sérieux. Il faut pas. Non, il faut pas. Non. Non, c'est correct pour Oli Josephson. Ouais. Avant-dernier joueur de la soirée, j'ai nommé Miguel Marquez, attaquant des Hurricanes de Lethbridge de 5 pieds 11, 172 livres. Miguel Marquez qui est classé en ce moment 33e par la centrale de recrutement de la Ligue nationale, toujours parmi les patineurs nord-américains. En 67 matchs à Lethbridge cette saison, 28 buts, 46 passes, 74 points. Quelle est ton évaluation de notre ami Marquez? Mais on va encore revenir, mais tu trouves-tu que genre Marquez, Bacha puis Tanner Out, c'est genre le même genre de joueur? Même grandeur, même shape, ils sont différents, mais tu sais, on dirait qu'ils jouent tous un peu de la même façon. Je sais pas si tu comprends. Ouais, mais moi, Bacha, là, je suis à l'aise. Je comprends ton Marquez, mais il est un peu plus rough, là. Mettons, c'est moins naturel. Mais Marquez, il est plus carré pas mal. Ouais, Marquez, je pense que c'est le meilleur marqueur des trois, mettons. C'est lui qui a le meilleur tir du poignet des trois. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est ça, je vais continuer avec ça. Je te dirais que moi, je trouvais que c'était un attaquant qui anticipait très bien le jeu. Il coupait beaucoup il interceptait beaucoup de rondelles. Mettons, moi, la game, mettons,
la game que j'ai regardée, moi, je pense qu'il a fait 6 tirs au but. Il amène beaucoup de rondelles au filet. Puis, c'est des bons tirs. Mettons, c'est pas des tirs mous. Là, c'est des tirs qui rentrent quand même assez solides. Puis, je le trouve quand même menaçant en offensive. Je trouve que, mettons, il a une belle vision. Il fait des belles passes. Il a un bon tir du poignet. Son arsenal est quand même assez versatile côté offensif. Chris, t'as dit versatile. Ouais. Chris, c'est hot, man. Beau mot. Ouais, c'est pas pire, man. Ouais. Puis, mais je pense que je pense que dans les trois, en plus, c'est lui qui joue un peu plus physique le long des rangs. Il est un peu plus actif le long des rangs, mais je pense que c'est lui le moins intelligent des trois, mettons. Mettons, il est plus travaillant avec les deux autres. Un petit parallèle avec les deux autres. Mais encore là, c'est point négatif, je te dirais d'améliorer son jeu défensif. Là. Rendu là, les meilleurs pointeurs et les meilleurs joueurs de chaque équipe, c'est pas mal le point faible. Fait que c'est pas mal ce que j'avais remarqué de Miguel Marquez, mais c'est un que j'ai eu la misère à écrire son analyse. Non, je pensais que tu allais dire à écrire son nom. Miguel Marquez. Non, je nice. Non, mais moi, mais c'est ça, c'est pour ça que j'avais de la misère à être d'accord quand tu disais que tu le mettais dans le même package que Bacha et Yard, puis tu l'as bien dit pourquoi. Il a un meilleur lancé que les deux autres, puis je le trouve moins rapide que les deux autres. Ouais. Puis je le trouve vraiment moins rapide que les deux autres. Puis je le trouve plus intense sur le long des rampes que les deux autres. Fait que, mais il y a un arsenal d'aptitudes offensives là, énorme. Là. Il y a des mains, il y a une vision du jeu, il y a un lancer qui est excellent. Il n'est pas rapide, mais tu as bien dit, son anticipation et son intensité, il va compenser ouais, je vais le dire, c'est un manque de vitesse-là. Parce qu'en plus, il n'est pas grand. Là, 5 et 11. Ouais, mais il joue quand même carré, man. Il est juste 172 livres. Là, je le trouve quand même. En tout cas, sur la patinoire, là, il a l'air costaud. Puis là, dans ses batailles 1 contre 1, là, sans dire qu'il gagne toutes ses batailles 1 contre 1, là, mais il ne s'en laisse pas imposer par son adversaire. Je ne l'ai pas lu, ça. Ouais, c'est ça. Bref, c'est ça. Ouais, Andrew Bacha. Pas Andrew Bacha, Miguel Marquez, man. Un bon joueur de hockey. Non, mais c'est ça. J'ai aussi noté que je sais pas si le fait qu'il n'est pas rapide ou il n'est pas explosif, parce que je trouve que quand il est à sa pleine vitesse, il y a une rapidité qui est acceptable, mais c'est de partir le train là, qui est plus dur un peu là, pour Miguel. Je trouve que souvent, il sort... mais premièrement, il sort vraiment rapidement de la zone défensive. Donc, souvent, il reçoit une longue sortie de zone en zone neutre, mais souvent, il a les deux pieds dans le béton lors de la réception des passes. Puis c'est ça, son explosion n'est pas si bonne que ça. Fait que ça l'amène ses couvreurs à venir rapidement avorter le jeu. Mais j'aime son arsenal de qualité, mais va devoir améliorer sa vitesse là, s'il veut avoir le même style de jeu dans une nationale, là, il va falloir qu'il améliore son coup de patin. Pour moi. Je suis bien d'accord. Donc voilà pour Miguel Marquez. Et en terminant, notre trouvaille. Pas notre trouvaille, mais je pense que. Lui, c'est plus amélioré, je pense. Mais parmi nos 10 joueurs qu'on vous parle là aujourd'hui, celui qui nous a le plus fait écarquiller les yeux, et j'ai nommé Julius Miettinen des Silver Tips d'Everett, qui est un Finlandais, effectivement, qui est un centre qui peut jouer aux deux ailes également, de 6 pieds 3, 207 livres. En ce moment, Miettinen est classé 49e par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Donc, assez lointain. Là, on parle d'un choix de 3e ronde. Cette saison, à Everett, 66 matchs, 31 buts, 36 passes pour un total de 67 points pour Julius Miettinen. J'ai vraiment hâte de t'entendre sur ce joueur-là et c'est pour ça que je te fais une passe directement sur la palette. Mais ouais, c'est ça, merci beaucoup. Mais comme on disait,
Moi, ce gars-là, en début de saison, là, je pense que dans toute la WHL, je l'avais, genre, je pense, 20e sur ma liste. Il était vraiment, vraiment loin. Puis, tu sais, mettons, je le trouvais lent, vraiment pas impliqué, invisible. Je le trouvais vache. Tu sais, tous des défauts qui font en sorte que tu n'aimes pas un gars. Puis, plus que la saison avançait, plus que je disais crime. Il était rendu son coup de patin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a amélioré son coup de patin, il est rendu puissant. Je le trouve même, il peut être dynamique dans le sens que il a une excellente accélération pour sa grosseur, admettons. Puis, mettons, son jeu physique, il est vraiment rendu plus intense qu'il était. Mettons, il est rendu vraiment physique. Là, je suis plus capable. Non, mais c'est ça. Il est rendu plus physique que son début de saison. Puis je me demande si le fait que l'année passée, il jouait en Finlande, le temps qu'il s'adapte au style nord-américain a peut-être pris les 25 premières games pour qu'il s'adapte au style de jeu nord-américain. Mais je te dirais que pour de vrai, je l'ai trouvé dans la zone offensive, là, il était super intelligent. Protection de rondelles, c'était A1. À cette grandeur-là, on va se dire c'est facile quand tu veux, ça va super bien. Un excellent tir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? T'es pas obligé. T'es pas obligé de racheter. Ça a comme cassé le momentum, mais pour de vrai, en zone offensive, il s'est vraiment amélioré. Il y a un excellent lancer. Il contrôle bien la rondelle. Bonne protection de rondelle. Son jeu de passe, il est très bon. Ses batailles le long de la rampe sont. Mettons, il joue beaucoup avec sa grosseur. Puis souvent, ça y sert beaucoup. Puis il ressort souvent avec la rondelle. Puis non, c'est vrai, son amélioration, pour de vrai, je l'ai trouvé. Il s'est vraiment beaucoup amélioré durant la saison. Puis ça a vraiment paru. Là. Ouais. Non, moi, Julius Métinen, je l'aimais en début de saison. Puis je l'aime encore plus en ce moment. Puis pourquoi je l'aime en début de saison, c'est ben, comme un peu avec Ryder Ritchie. Moi, j'aime les attaquants qui sont. Ben, j'aime les attaquants à bon gabarit qui excellent dans leur propre zone. Puis Julius Miettinen, il était excellent en début de saison défensivement, puis il l'est encore tout autant là, aujourd'hui. Mais c'est intéressant, man, ce que tu dis, puis je n'y avais pas pensé sur son adaptation à une autre ligue, à une autre surface de patinoire. C'est très intéressant comme observation. Puis effectivement, hein, on le voyait en début de saison. En tout cas, offensivement, en début de saison, c'était beaucoup plus difficile pour Miettinen. Puis en tout cas, dans mes derniers visionnements de lui, là, c'est un acteur très important offensivement. En tout cas, dans les 3 zones, il est excellent. Bon gabarit. C'est pas le joueur qui va appliquer la grosse mise en échec, mais bon gabarit pour lutter sur le long des bandes, pour s'imposer en avant du but adverse. Bloque des shots défensivement. Son anticipation est bonne. Il a un bâton très actif. Non, moi, je l'aime beaucoup, man. C'est un gars qui joue au Nord-Sud. Je le vois. Je pense pas que ça. En tout cas, en ce moment, je ne crois pas que ça va être un joueur de la Ligue nationale qui va faire un point par match, mais je le vois. Son style de jeu se projette à merveille dans la Ligue nationale. C'est un joueur qui est extrêmement responsable, qui est extrêmement intelligent. Non, moi, je l'aime bien, bien gros. Puis j'ai bien hâte là, de le suivre là, en série dans les prochains jours. Donc, voilà pour Julius Miettinen. Je sais pas si tu avais remarqué, mais mettons, lui, il joue les 3 positions. Puis moi, quand je l'ai vu, la plupart du temps, il joue au centre. Puis c'est vraiment un excellent oui, c'est joueur vrai. Des mises en jeu. Mettons, je pense que les 2 dernières games que j'ai vus, c'était genre du 12 en 14 puis du 14 en 16 au cercle des mises en jeu. Pour de vrai, il était vraiment excellent. Ouais, ok, tu avais les statistiques hein, intéressantes. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il est très, 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 très bon au cercle des mises en jeu. J'avais noté ça également.
Donc voilà, pour les joueurs, on accueille de ce pas notre goalie scout, Jean-René. Comment ça va, mon homme? Ça va super bien, puis vous? Ça va Messieurs? bien? Ouais, mon homme, yes. Ça Hey, va mieux vraiment, que... by the way, versatile. T'es surprenant. C'est pas pire, hein? 62 Ah. points Scrabble, mais Ben, c'est j'ai un demandé militaire, tu ne peux pas connaître ça. Non, mais j'ai demandé à ma blonde c'est quoi le mot savant que je pouvais sortir. Elle m'a dit versatile. Ah, c'est bon. That's it. On devrait piger à 20 podcasts, on devrait piger 3 mots chaque, puis on Qu'il est faut obligé de les sortir. plugger. Ouais. Mais versatile, c'est un beau mot, mais quand tu le plugues entre deux de ces métons, ça perd son lustre un peu. Ouais, je te dirais qu'à la fin, hein, c'était le temps que j'arrête. Je Je sais pas s'il va falloir que je fasse du montage là, de la vidéo à la fin, on checkera ça. Jean-René, tu es ici pour nous parler de Carter George de l'attaque d'Owen Sound. Oui. Avant de te donner la parole, tu veux-tu que je fasse un petit portrait de ce Cerbère évoluant dans la Ligue de l'Ontario? Carter George, c'est qui? Un gardien de 6 pieds 160 livres, hein? Donc un gardien à petit gabarit, qui est classé en ce moment premier parmi les gardiens nord-américains par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Cette saison, avec l'attaque d'Owen Sound, 23 victoires, 21 défaites, 6 autres en période de surtemps. On parle d'une moyenne de 3,30 et d'un pourcentage d'arrêt de 907. Vas-y pour ton analyse de Carter George. Bon, on va y aller comme ça. George, ben, en fait, là, faire juste l'analyse des statistiques que tu viens de nommer, là, pour un gardien qui a une équipe c'est pas une très bonne équipe, qui reçoit, là, d'ailleurs, là, c'est le gardien qui a reçu le plus de nombre de lancers, on va dire le premier, là, mais en réalité, c'est une statistique négative, fait qu'on va dire le dernier de la Ligue. Là. Il y a eu en saison le 1923 lancés, ce qui le place avec le gardien qui a reçu le plus de lancers dans la Ligue pendant la saison. Une statistique que je trouve intéressante, là, ce ne sera pas le 3,30 parce qu'il n'y a pas une équipe qui va l'aider dans ce sens-là, cette statistique-là, mais c'est le 907 d'efficacité qui le place deuxième dans les. C'est une très bonne statistique, puis c'est celle que j'aime analyser. C'est la plus représentative du jeu que le gardien va offrir comparativement au nombre de buts par match. Les deux sont très bonnes, mais j'aime mieux travailler avec le pourcentage d'efficacité. Oui. Après ça, je vais vous. Moi, j'ai analysé une partie, c'est contre Peterborough le 3 février. Les Peets, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une équipe de bas de classement. Ils sont avant-derniers dans la Ligue. Ils ont la pire moyenne de buts marqués, ce qui est de 2,62 buts par match. Fait que je ne m'attendais pas à un match excessivement offensif de leur part. Le résultat en témoigne l'inverse. Hein, ça a fini 4-1 pour Peterborough de Empty-Net. Les lancers, ça finit 26-46. C'est vraiment le gardien adverse qui a volé la vedette là, pour ce match-là. Mais si on se penche un petit peu plus sur George, il a connu un bon match. 26 lancés, ça m'a permis d'analyser là, son degré de concentration puis ses déplacements là, tant dans son filet qu'autour du filet. J'ai bien apprécié là, sa présence qu'il y a derrière le filet pour aider ses défenseurs des sorties de zone. Il est très actif pour arrêter la rondelle derrière pour on va dire la première passe, pour la remise aux défenseurs, pour faciliter la sortie de zone. Ça, c'est un gros A+. Il était très actif parce qu'il est rapide. À 6 pieds, là, souvent, c'est des gardiens plus rapides. Fait il y a un bon sens de l'anticipation pour faire la sortie derrière le filet. George, c'est un gardien qui est excessivement technique. Même, on va dire trop. Selon moi, c'est jamais trop. Mais tu as toujours un sentiment tu as toujours l'impression de regarder un gardien nonchalant. Quand c'est excessivement technique, j'aime ça faire des petits comparatifs. Tu es un grand fan de Montréal, Price, souvent, il y avait des buts, tu te disais, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Là? Ça n'a pas l'air d'y tenter, mais c'est souvent des inconvénients à des gardiens excessivement techniques qui font confiance à leur technique plutôt que les réflexes. C'est l'impression que ça donne, mais en réalité, le résultat est souvent meilleur des gardiens techniques que athlétiques. C'est ce qui fait qu'on dirait qu'il est nonchalant sur certains buts.
Les 3 buts, là, les 2 premiers buts, c'est pas de sa faute. Le troisième, c'est un lancer qui arrivait hors l'aile. Il a fait une mauvaise position là, en papillon, ça y a passé sous la mythe. Il aurait probablement aimé revoir le tir. Mais sinon, somme toute, c'est quand même un match correct. Pas un bon match, pas un match négatif. Un point négatif là, que je vais parler plus tard un petit peu, là, mais je l'ai bien vu dans ce match-là, c'est sa nonchalance d'un déplacement debout. Comparativement à Kempf, la dernière évaluation, que je disais que quand il se déplaçait de gauche à droite, il était toujours en position de base. George, c'est l'inverse. Il a toujours le corps très haut. Ce qui est arrivé dans ce match-là, à 3 reprises, qu'il y a eu des lancers surprises, il n'était pas prêt. La rondelle n'a pas rentré. Il a arrêté, mais il n'était pas prêt. La rondelle l'a frappé tout simplement sans qu'il sache de l'endroit qu'elle provenait. Fait que, tu sais, le petit détail peut faire que ces 3 lancers-là auraient pu rentrer, mais en faisant des déplacements de gauche à droite, là, je parle de debout, là, pas en papillon, debout, il aurait pu éviter les passés proches de rentrer avec ces 3 lancers-là. Dans la partie que j'ai évaluée, il y a eu un très bon contrôle des retours. C'est souvent dans le coin de la patinoire. Puis George, il y a une bonne finition, on va dire finition de jeu. Là. Souvent on parle ça des attaquants ou des défenseurs. Mais mettons, au niveau des goalers, on va appeler ça que s'il fait l'arrêt, la rondelle va dans le côté gauche, ben, systématique, il va toujours suivre son retour pour être prêt à toute éventualité de que le joueur remet la rondelle devant le but, il va être en position prête à arrêter la rondelle au niveau papillon. Mais ce point positif-là que je vous dis, les contrôles de retour, là, j'ai écouté 2 autres matchs par après pour valider mes dires de ce match-là. Puis je vous dirais qu'un match sur 3, ça n'a pas bien été. Fait que, il n'est pas constant dans le contrôle de ses retours. C'est pas mal là, ce qui fait le tour de cette partie qui a été là, de très relax, là, 26 arrêts versus 46. Là, le score ne reflète pas la partie parce que c'est l'autre, le gardien adverse qui a volé la vedette. Mais somme toute, George, c'était correct comme match. Si j'y vais un petit peu plus dans l'évaluation du gardien, les déplacements, George est très rapide. Avec un petit gabarit, ça augmente la rapidité. Il fait de très bons déplacements. Une grande force qu'il a, c'est sa stabilité en papillon. Position papillon, il est très fort. Ça arrive très rarement qu'il est déstabilisé vers l'avant ou par l'arrière. Il est vraiment fort du bas du corps, les déplacements, autant la puissance dans ses déplacements latéraux en papillon. Il est vraiment là, ça coche. J'ai rarement vu. J'en ai vu d'autres, là, mais c'est un très bon gardien de but là, au niveau du sol, là, quand les lancers sont à terre. Puis les retours dans le slot, il est bon à cause de ça. Le papillon est excessivement large, il est souple, il est fort du bas du corps, il n'est jamais instable. Fait qu'il y a une bonne capacité. Là, les garbage goals, je n'en ai pas vu beaucoup. OK. Ensuite, position de base, très bonne position de base. La petite bémol, c'est lors des déplacements de gauche à droite, souvent, il n'est pas prêt. Un petit point négatif, là, c'est que c'est des lancers de la bleue. Ça va revenir souvent, là, les petits gardiens, là, ils ont de la misère à combattre envers les attaquants qui sont devant lui, puis même ses défenseurs, pour voir la provenance, se faire un petit trou de vision pour voir la rondelle, quand il va avoir un lancer dirigé vers lui. Il y a une très grosse une lacune à ce niveau-là, mais ça provient de son gabarit. Il peut-tu en faire plus? Il peut-tu en faire moins? Peut-être changer ses techniques, peut-être se baisser un petit peu plus dans sa position de base pour voir à gauche, à droite, au lieu d'essayer de voir par-dessus les joueurs, puis ne pas être prêt lors du lancer. Je peux te poser une question? Oui, vas-y. Si tu es dépisteur dans une équipe de la NHL, puis là, c'est votre choix repêchage, la semaine passée, tu nous as parlé de Nick Kempf. Tu prends-tu Carter George ou Nick Kempf? C'est une très bonne question. J'irai avec Carter George. OK. Juste par le calme qu'il y a premièrement dans le... Moi, j'ai toujours préféré des gardiens qui sont techniques. Kempf, il était hybride, on avait dit.
George, il est très technique, puis j'aime sa stabilité. Puis, mettons, pour une défensive, une brigade défensive, là, c'est excessivement rassurant de voir ton gardien qui est en pleine confiance dans ses déplacements, puis même, mettons, dans ses contrôles de retour. Je prendrais George. Son petit gabarit te fait pas peur? 6 pieds. Ouais. Tu sais, l'autre, c'était 6 pieds 1, je pense. Là. Ouais, je suis sûr. Je l'ai ici, c'était 6 pieds 2. Là. Rendu là, je pense pas que ce soit, pas un enjeu. Là, peut-être on aurait parlé de 6 pieds 4, 6 pieds 5. Il y a un bon gap. Ouais. Mais non, je prendrais George. Je prends tout un S dans son nom, puis je sais pas pourquoi, mais c'est George. Carter Georges. Ouais, c'est le frère de l'autre. C'est en plein ça. Fait qu'en résumé, là, le global, là, c'est un très bon gardien. Il est classé premier dans la nord-américain comme gardien. Il ne l'a pas volé. Il a des bonnes statistiques. C'est un gardien qui est très fort dans ses déplacements, la rapidité de ses déplacements, ainsi que son style papillon. La force du bas du corps est très bonne. Une bonne présence en arrière du filet pour aider ses défenseurs. Ça peut paraître là, d'une partie quand les défenseurs ils décollent tout de suite la sortie de zone avec une passe de gardien. Ils ont déjà le dos tourné dans la bonne direction. Ses points positifs, c'est que l'inconstance pour le contrôle de ses retours. Puis peut-être le manque de préparation là, quand le jeu paraît banal. C'est pas mal là, ce qui fait le tour de ce gardien-là. C'est des détails, mais c'est un très bon gardien. Tu le repêches en quel rôle? C'est embêtant, ça. C'est sûr, pas première. Deuxième, s'il y a des chances qu'il y en ait un qui soit à part Nabokov, mais s'il y a peut-être en deuxième ronde, je te dirais. Yeah. Ouais. Jean-René, il adore énormément le gardien russe. Ilya Nabokov. On a hâte en asto que tu nous en parles là, dans un prochain podcast. Ouais. Ce que je voulais dire. Tantôt, tu disais Carey Price, tu donnais Carey Price comme modèle pour un gardien technique. Ça serait qui, mettons, le modèle du gardien athlétique qui goal dans la Ligue nationale en ce moment? Ça serait-tu genre un Marc-André Fleury? Oui, 100%. OK. Mais tu connais ça, Blanc? Oui, en fait, c'est lui que j'avais dans la tête. Fleury a passé sa carrière à être athlétique, puis ça a fonctionné. Tu sais, je dis pas que le style athlétique ne fonctionne pas, mais le pourcentage d'efficacité d'un arrêt, quand tu y vas, mettons, avec la mitaine, c'est pas mal moins efficace que de se faire frapper par la rondelle. Là. Ouais. Mais c'est sûr que là, on parle de la crème des gardiens. Là. Ouais. Mais je peux comprendre que pour une équipe, avoir un gardien technique en arrière de soi pour la confiance, en tout cas, on dit que je me remets quand j'étais défenseur sur la glace, un gardien technique en arrière de moi ça me procurait plus de confiance, je trouve, en tout cas. Ouais. C'est sûr qu'il faut qu'il arrête les rondelles. Là. Ouais, mais ça, dans les deux cas, là, si tu bien beau être technique ou athlétique, si tu n'arrêtes rien, tu n'aideras pas ta défensive. Donc, Brabant, t'avais-tu de quoi rajouter sur Carter George? Non, je le repêche en deuxième ronde. Jean-René, c'était complet? Oui, la semaine prochaine, si je peux faire un petit avancement, on va parler de son rival dans la même ligue, Leaders. Ryerson Linders. Ouais. Qui est le cerbère des Steelers de Mississauga. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment l'inverse. Fait que c'est deux gardiens qui mènent une chaude lutte, puis c'est vraiment athlétique versus Brabant il rit parce qu'il l'aime. Il aime ça voir des belles arrêts de la mythe in extremis. Flashy. OK, mais parfait. On a hâte de t'entendre. Donc, voilà pour le 6e épisode du Street Scout Podcast. Nous, la semaine prochaine, on va vous parler de 10 espoirs provenant de la Ligue junior de l'Ontario, mais on va se concentrer sur les défenseurs. Cette semaine, on s'est concentré sur les attaquants de la WHL. La semaine prochaine, ça va être les arrières provenant de la Ligue de l'Ontario. Donc, merci Brabant, merci Jean-René d'être là, puis on se voit à la semaine prochaine.
Salut les boys. Salut!